compatriotes scotchés à leur écran hier soir lors de l'allocution de l'exécutif gabonais qui donna un message d'espoir en sensibilisant la nation sur le bien fondé de la vaccination anti-Covid-19. Cependant, qu'en ont-ils pensé? Écoutons ces quelques réactions. Je l'accueille de manière favorable, très bien, parce qu'il s'agit d'une question de santé qui concerne tout le pays. Donc, j'ai trouvé que c'était un bon message, c'est le message qu'il faut. Mais le discours du président de la République est de bonne loi parce que le président de la République, chef de l'État, a signifié que le vaccin du coronavirus n'est pas obligatoire. Mais il se peut fort bien que quelqu'un, s'il veut vraiment être bien aise par rapport à la situation sanitaire, il peut se faire vacciner de façon bien aise. Car il est vraiment important que cette pandémie qui fait ravage justement dans plusieurs États du monde et que c'est un virus qui est tellement poignant et pointu pour que la population nationale gabonaise et même mondiale ne soit pas vraiment atteinte. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Ça ne me gêne pas du tout. Mais il faudrait d'abord que je sache quelles sont les modalités, où est-ce qu'on se fait inscrire. Qu'on nous informe, qu'on soit clair là-dessus. Pour qu'on ne soit pas obligé de courir à gauche et à droite. Qu'on nous dise exactement quels sont les points d'inscription. De toutes les façons, je ne refuse pas le vaccin. Si les autres se font vacciner, c'est que c'est comme ça, je dois le faire aussi. Le 31 décembre 2020, suivant la découverte et la validation de candidats vaccins sur le plan international, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba annonçait dans son traditionnel discours de vœux à la nation sa ferme volonté d'avoir recours à la vaccination. Chose dite, chose faite. Le Gabon a donc entamé sa campagne de vaccination avec un processus bien élaboré pour atteindre l'objectif escompté. Qu'en est-il réellement de l'effectivité de ce processus sur le terrain? C'est le clin d'œil de ce soir. Il est signé Rona Charline Mouinkonde et Jospin Bombadionga. Au lendemain de l'annonce du président de la République, les autorités sanitaires se sont mises à pied d'œuvre pour l'élaboration d'un plan national de vaccination contre la Covid-19. Le comité du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon, mis en place avant l'introduction du patient zéro, étend alors son dispositif d'action en ouvrant le comité national de vaccination anti-Covid-19. Ce plan national de vaccination, qui est la première étape de la grande campagne nationale de vaccination, permet de décrire quels sont les différents objectifs qui sont fixés pour pouvoir faire en sorte que 50% de la population soit vaccinée contre la Covid-19. Commence alors à prendre forme le plan national de vaccination avec en avant-première la mise en place d'un comité de pharmacovigilance dirigé par le professeur Marielle Bouillou à côté, présidente du comité scientifique du COPIL. Il faut savoir que la pharmacovigilance, donc, qui est justement l'étude des manifestations adverses post-immunisation, donc post-vaccination, est un processus obligatoire dans l'utilisation et la vulgarisation de ces vaccins contre le coronavirus. Suivra ensuite la sélection des sites de vaccination anti-Covid-19. Les premières structures qui ont été retenues comme centres de vaccination se sont bien préparées en mettant en place toutes les ressources humaines nécessaires pour que la vaccination se fasse. Le protocole sanitaire. Nous avons retenu 110 centres fixes de vaccination qui seront animés avec plus de 1000 agents de santé et agents volontaires ou gestionnaires de données. Avant l'arrivée, le 12 mars dernier, des vaccins chinois Sinopharm au Gabon. Le vaccin, c'est la stratégie ultime. Même en dépit même du vaccin, il faudrait également continuer à respecter les mesures barrières et apporter tout son masque. La formation des formateurs. On est venu prendre connaissance de ce vaccin qui va être administré à la population d'ici 4 matins. Et avant de l'administrer, il fallait qu'on sache quand même comment cela devait se passer. Et Dieu merci, avec ces études, on a su que c'est vrai que c'est un vaccin,
mais ils ne s'administrent pas comme les autres. Et pour finir, celle des directeurs des centres régionaux du pays. Les points focaux, leur rôle était d'aller commencer à informer leurs responsables des besoins qu'il va y avoir sur le plan technique. Mais maintenant, les responsables vont prendre la main et faire toute l'organisation. Le tout en 3 mois avant le démarrage effectif ce mardi 23 mars de la campagne nationale de vaccination. Si elle n'est pas obligatoire, la vaccination est fortement recommandée par le chef de l'État et le gouvernement. Le 13-14 est le numéro vert prévu pour l'enregistrement des volontaires. Les personnels de santé, les forces de sécurité et de défense et les personnes à risque seront prioritaires dans cette vaste opération d'envergure. D'une pandémie à une épidémie, on parle là de la conjonctivite, communément appelée Apollo, qui sévit ces derniers mois dans la capitale gabonaise, Libreville et même à l'intérieur du pays. Plusieurs recettes, dites recettes de grand-mère, sont utilisées par les victimes à tort ou à raison. Élément de réponse avec Davila Oboula et Lewis Mitigo. Communément appelée Apollo, la conjonctivite, cette inflammation de la membrane recouvrant la partie blanche de l'œil et l'intérieur des paupières, peut être liée aux conditions environnementales, c'est-à-dire la présence des composants toxiques dans l'air. Elle se manifeste généralement par des rougeurs oculaires et une apparition fréquente des châssis. Seulement pour la traiter, plusieurs idées préconçues existent. Bon, la conjonctivite, c'est peut-être de manière simple. C'est pas de mettre le citron et tout le reste, non. Il suffit de mettre le savon à l'œil. Pour que ça puisse guérir plus vite, prendre de l'eau, vraiment avec du sel. Vraiment, cette eau doit être très salée. Moi, j'ai déjà eu ça une fois. J'ai choisi, on m'a de manière traditionnelle, on m'a dit de prendre l'eau bleue. C'est-à-dire, on met dans de l'eau. Après avoir mis dans de l'eau, tu trempes tes yeux à l'intérieur, tu ouvres les yeux. Entre eau salée, sucrée, mousseuse, bleue et lait maternel, ces recettes fait maison marchent-elles vraiment? J'ai commencé la maladie à la veille. J'ai fait le médicament le matin, j'ai encore fait à midi. Vers la soirée, comme ça a commencé à se dissiper. Et pourtant, à cette question, les experts restent fermes. Évitons de mettre du lait de chèvre dans les yeux. Évitons de mettre de l'urine dans les yeux. Évitons de mettre de l'eau bouillante dans les yeux parce qu'on a la conjonctivite à Apollo. Évitons les décoctions fantaisistes qui ne sont pas maîtrisées. Quoi qu'il en soit, et ce de l'avis des experts, seule de l'eau est recommandée pour le traitement de la conjonctivite, à défaut de se faire consulter par un spécialiste. Restons dans le registre de la santé pour parler de la célébration de la Journée mondiale de l'eau qui a encore démontré à quel point ce précieux liquide est indispensable au quotidien des hommes et au fonctionnement du métabolisme de tous les êtres vivants. Quel est donc l'apport de l'eau chez le nourrisson de moins de 6 mois par exemple? Élément de réponse dans ce reportage de Déoline Zouti. Bon, on nous dit à l'hôpital de ne pas donner de l'eau à l'enfant avant 6 mois, mais moi je donnais de l'eau à mon enfant avant de donner même le sein. Les avis semblent partagés et pourtant, l'eau joue un rôle vital dans l'alimentation des enfants et des adultes. C'est elle qui assure le transport des nutriments dans l'organisme et leur absorption. Mais seulement, la consommation de l'eau chez le nourrisson demeure une équation à plusieurs inconnus, frôlant parfois l'ambiguïté. D'aucuns s'accordent à dire qu'il est important de donner l'eau à un bébé, quand d'autres relèvent la non-importance de cette pratique. Nous encourageons les femmes à l'allaitement. Et l'allaitement, d'une manière générale, c'est un aliment complet. Donc, étant un aliment complet, le nourrisson n'a plus besoin de l'eau parce que dans le sein de sa mère, il y a déjà l'eau dont il a besoin. Question. Doit-on ou non donner de l'eau à son bébé dès sa naissance? Le spécialiste répond. L'eau ne peut pas être donnée à un enfant, je pense que c'est peut-être un abus de langage. Parce que nous évitons ce que nous craignons chez les nouveau-nés, chez les bébés, c'est beaucoup plus la déshydratation. L'enfant qui est allaité au sein maternel a déjà cet avantage que dans le sein maternel, il y a vraiment toute cette composition-là. Il y a une quantité d'eau suffisamment importante pour pouvoir éviter la déshydratation chez l'enfant. Notons que les nourrissons absorbent déjà beaucoup de liquide apporté par le lait maternel qui se compose d'eau à plus de 80%.
Ainsi donc, si vous allaitez exclusivement au sein, il n'est pas utile d'ajouter de l'eau. Voilà qui est dit et rien à voir justement avec ce qui précède. Un conseil des ministres s'est tenu ce matin au palais du bord de mer. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a présidé la séance de travail en format numérique, le compte-rendu de la communication présidentielle. C'est un traditionnel conseil de ministres qui s'est tenu une fois de plus encore par visioconférence, cela en conformité aux restrictions liées à la lutte contre la Covid-19. C'était donc une séance de travail présidée, comme à l'accoutumée, par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, sur la table des discussions tous les sujets relatifs à l'intérêt général de la nation. Le Premier ministre Rose Cristiano Soukara Ponda et son équipe gouvernementale ont fait le point au président de la République des avancées dans leur département ministériel. Au cours de ce conclave, la santé a focalisé les échanges avec la lutte contre la Covid-19 en filigrane, le plan national de vaccination, un outil indispensable dans le déploiement du vaccin et le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Le personnel soignant, les forces de défense et de sécurité, les personnes à risque et les personnes âgées recevront en premier le vaccin Sinopharm. D'autres sujets étaient également au centre des échanges: la route, l'environnement, l'habitat, l'eau, l'électricité, la communication et bien d'autres. À l'échelle continentale, le Conseil a réitéré les condoléances aux républiques sœurs de la Côte d'Ivoire et de la Tanzanie suite aux décès respectifs du Premier ministre ivoirien et du président tanzanien. Aussi, les projets de textes législatifs et réglementaires ont été soumis au Conseil en vue de leur adoption. Henri Prouglio, consultant en énergie et ressources hydrauliques, après avoir été reçu par le président gabonais Ali Bongo Ondimba lundi pour lui remettre le rapport d'audit de l'eau et de l'électricité au Gabon. Ce mardi, le tour est revenu au chef du gouvernement Rose Cristiano Soukara Ponda de s'entretenir avec son hôte. Écoutons cette intervention. Évidemment, cet audit se traduit par un certain nombre de recommandations qui vont être élaborées et traduites par un projet qui va être défini en commun avec l'État et avec les services à la fois de la présidence et du Premier ministre, pour conduire à une conclusion et des axes, et des orientations et des actions à mener assez rapidement d'ici l'été, de manière à ce que la qualité du service s'améliore de manière significative et perceptible par la population avant, disons, début de l'année 2023. Le cas de l'éducation nationale n'a pas dérogé à la règle ce 23 mars avec la célébration de la journée nationale de l'enseignant cumulée à l'hommage à Martinola Bombadinga, une des syndicalistes décédée le 23 mars 1992, une date d'ailleurs retenue en sa mémoire comme journée célébrant l'enseignement au Gabon. Andy Sono Obiang et Jospin Bombadinga. L'enseignant gabonais a été célébré ce 23 mars à l'occasion de la journée nationale de l'enseignant. Une célébration marquée par une conférence débat sur le thème « L'enseignant, leader en temps de crise et façonneur d'avenir ». Une thématique porteuse de sens. Pourquoi ce thème? Parce qu'il cadre avec l'actualité du moment. Donc pour nous, il était important de choisir ce thème-là pour que nous mettions en valeur le rôle que doit jouer l'enseignant en temps de crise, parce qu'il est l'acteur du développement d'une société. Cette célébration est cumulée à l'anniversaire du décès de Martin Noulabou, tombé le 23 mars 1992 lors d'une manifestation syndicale en faveur des droits de l'enseignant. Donc nous sommes toujours en attente de l'enquête pour déterminer les responsabilités des uns et des autres quant à l'acte qui a été posé envers notre camarade. 29 ans après l'instauration de cette journée, la situation de l'enseignant au Gabon s'est considérablement améliorée. Beaucoup a été fait parce qu'il ne faut pas être ingrat de ne pas reconnaître que la lutte a porté. La première victoire des enseignants a été l'élaboration d'un plan de carrière. Ça, c'est ce qui nous a satisfait de plus en plus parce qu'aujourd'hui, un enseignant du primaire, un instituteur peut aujourd'hui ou devient aujourd'hui un professeur d'université. Les exemples, nous en avons déjà, des enseignants qui sont partis du primaire pour devenir professeurs d'université. La célébration de l'édition 2021 a permis au secrétaire général du Sénat d'exhorter les enseignants à demeurer des modèles en dehors et au lieu de travail afin d'inspirer les élèves. Sur le reste du continent, à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle du dimanche au 21 mars au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a été donc réélu pour un 4e mandat avec 88,57% des suffrages, selon des résultats provisoires annoncés ce mardi par Raymond Zéphéremboulou, le ministre de l'Intérieur. Michel Tény sur les écrits de Kenyon Gouré.
Il l'avait promis à ses adversaires un coup KO. Le président sortant Denis Sassou Nguesso l'a finalement fait dès le premier tour de la présidentielle du 21 mars dernier. Aucun incident majeur n'avait été enregistré lors de cette journée de vote. Le président candidat était face à ses adversaires. Denis Sassou Nguesso obtient le score de 88,57% des voix selon la commission électorale. Il est poursuivi très loin par Guy Parfait Kolelas avec 7,84% et Mathias Nzon, 1,20% des suffrages. Denis Sassou Nguesso, le président sortant, s'est présenté sous la bannière du Parti congolais du travail au terme d'un congrès organisé en décembre 2019 avant d'annoncer sa candidature le 23 janvier de cette année. Un score en hausse passant de 60,19% des voix en 2016 à 88,57% en 2021. Or, celui de Parfait Kolelas, toujours classé deuxième, est en nette régression. Pour cette élection, le taux de participation selon la commission électorale s'est établi à 67,55% contre 68,92% en 2016. Le processus électoral a cependant été marqué par le décès des suites de la Covid-19 de Guy Parfait Kolelas, le leader de l'opposition, considéré comme l'adversaire direct du président Denis Sassou Nguesso, décès survenu quelques heures seulement après la fin des opérations de vote. Le 8 mars dernier, il vous souviendra que le président ivoirien Alassane Ouattara remaniait son gouvernement. Selon un communiqué, le chef de l'État avait donc signé 2 décrets portant intérim du Premier ministre et ministre de la Défense. Ahmed Bakayoko, décédé, cumulait donc les 2 postes. Et à ce jour, qui sont les promus? Découvrons-le dans cet élément de Teddy Ngoulou sur les écrits de Kenny Ongori. Si le premier est un vieux routier de la politique, le second ne l'est pas moins. Patrick Achi et Birahima Tene Ouattara ont assuré l'intérim d'Ahmed Bakayoko, absent pour des raisons de santé. Après le décès d'Ahmed Bakayoko, il est fort évident que les 2 hommes soient confirmés. Patrick Achi, secrétaire général de la présidence de la République, a hérité de la primature. Lui qui, depuis les années 2000, a appartenu au gouvernement sous les magistères de Gbagbo et de Ouattara. Ancien membre du PDCI jusqu'à sa mise à l'écart, il intègre en 2019 le RHDP. Après la nomination d'Ahmed Bakayoko en 2020, il avait été promu ministre d'État, poste qu'il cumulait avec sa fonction de secrétaire général de la présidence. Il est en effet l'un des piliers du système Ouattara. Il était le directeur national de campagne du RHDP, chargé du projet de société de la campagne du candidat Ouattara lors de la dernière présidentielle. Élu député en 2011, réélu en 2019 et en 2021, il devient président du conseil régional de la Mai en 2013. Celui qui ressemble trait pour trait à son aîné, le chef de l'État, d'où son surnom de photocopie, fait partie des membres fondateurs du Rassemblement des Républicains RDR en 1994, devenu quelques années plus tard RHDP, dont il occupe la fonction de trésorier. Tene Birahima Ouattara fait une entrée remarquable en 2011 sur la scène politique en tant que député de Kong. De 2013 à 2018, il en devient le maire puis président du conseil régional de Tchologo. Il est ensuite nommé ministre des Affaires présidentielles, chargé de la trésorerie de la présidence de la République et des services rattachés. Traitant des dossiers de sécurité nationale, il siège au Conseil national de sécurité. Au regard de sa maîtrise parfaite des questions de sécurité et de défense, il lui sera confié le portefeuille de la défense. Photocopie est depuis considéré comme l'homme des missions sensibles et secrètes. Pilier du pouvoir et homme de confiance, Patrick Achi et Tene Birahima Ouattara partagent quelques similarités. Professionnalisme, travailleur de l'ombre et élu de terrain. Ils ont tous 2 exercé dans le privé un tandem efficace jumelant engagement politique et expérience. Et cette unique actualité hors du continent africain, ce mardi, les ministres de l'Union européenne ont établi un quota pour la pêche dans les eaux communes. Faute d'accord sur ce point avec le Royaume-Uni, sorti de l'organisation. Les précisions avec Linda Gaël Magonga. L'accord temporaire validé par les ministres de l'Union européenne court jusqu'au 31 juillet pour les eaux partagées avec le Royaume-Uni et détermine les quotas de capture des ressources halieutiques pour l'année 2021. Ces quotas permettent de faire appliquer les niveaux scientifiques recommandés par le Conseil international pour l'exploitation de la mer. Il faut dire que l'accord conclu fin décembre entre l'Union européenne et le Royaume-Uni au moment du Brexit prévoyait un accès aux eaux britanniques pendant une période transitoire de plus de 5 ans aux pêcheurs européens,
Cependant, durant cette période, les Européens devront progressivement renoncer à 25% de leurs prises. On rappelle, les quotas permettent de gérer durablement les stocks de poissons, mais sont établis surtout pour permettre aux poissons de se reproduire. Ainsi, pour une espèce de poisson donnée, la quantité annuelle autorisée est fixée et connue par les pêcheurs. Une fois les taux atteints, il est prévu une suspension des activités jusqu'à la prochaine échéance de pêche. Chaque État a la responsabilité de veiller au respect des quotas fixés. Passé le 31 juillet 2021, d'autres négociations seront amorcées afin de permettre aux pêcheurs européens d'accéder aux eaux partagées avec les Britanniques et de poursuivre leurs activités de pêche. Voilà qui met un terme à ce journal. Place à présent au rappel des titres. Au Gabon, après l'adresse à la nation dans la soirée de lundi sur le bien fondé de la vaccination contre la Covid-19, Ali Bongo Ondimba a montré l'exemple en se faisant vacciner au Sinopharm. Présidentiel au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a été réélu pour un 4e mandat consécutif à la tête du pays, selon les résultats provisoires annoncés ce mardi par le ministre de l'Intérieur. Nous l'avons vu, l'Union européenne fixe des quotas de pêche provisoires face à l'absence d'accord avec Londres. On parle des quotas de pêche temporaires jusqu'au 31 juillet pour les eaux partagées avec le Royaume-Uni. Le clin d'œil de ce soir était axé sur le processus et ont conduit à la campagne de vaccination entamée au Gabon ce jour. C'est donc tout pour l'actualité du jour qui se poursuit d'ailleurs sur nos adresses qui s'affichent au bas de l'écran. À suivre également dans notre antenne le communiqué final du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jour. Bonne suite des programmes sur Gabon 24. Jusqu'au 31 mars, votre fidélité est encore plus récompensée. Réabonnez-vous à une formule supérieure à votre formule actuelle et gagnez de nombreux lots tels que des congélateurs, des gazinières, des smart TV, des smartphones ou encore 3 mois d'abonnement tout Canal+ sont à gagner chaque semaine après tirage au sort. Vous aussi, tentez votre chance et faites partie des 7 gagnants de cette semaine. Pour plus d'informations, contactez-nous au 86 00 ou rendez-vous dans la boutique Canal+ la plus proche de chez vous. CIMAF Gabon s'est installé dans le pays en 2014 et a démarré son exploitation et sa commercialisation l'année suivante en 2015. En septembre 2020, l'entreprise de ciment s'est dotée d'une seconde chaîne de fabrication pour accroître sa capacité de production. CIMAF Gabon possède ainsi de vastes stocks lui permettant de répondre à une demande annuelle locale de 600 000 tonnes et bien au-delà. CIMAF est une entreprise spécialisée dans la fabrication du ciment et la commercialisation du ciment en utilisant les matières premières telles que le calcaire produit en tout. CIMAF dispose de 2 lignes de production dont la capacité nominale annuelle est de 850 000 tonnes par an. Elle dispose de 2 lignes, notamment le BK1 et le BK2. Le ciment mis sur le marché par CIMAF est certifié et conforme par l'Agence gabonaise de normalisation, qui est l'organisme de régulation de la conformité au Gabon. La forte production de l'entreprise locale revêt de nombreux avantages, dont celui de limiter l'importation à la faveur de création d'emplois locaux. CIMAF Gabon compte ainsi aujourd'hui 118 employés, dont 22 cadres, tous issus du territoire national. Nous avons une équipe commerciale compétente, disponible et qualifiée pour répondre aux besoins de la clientèle. Le chargement se fait en sac ou en vrac selon la demande du client. Je travaille avec CIMAF depuis 5 ans. Je suis superviseur aux expéditions. J'ai en charge la gestion du personnel et dois m'assurer que les délais de chargement se fassent dans les temps. Les investissements actuels de la société s'inscrivent dans le cadre de la politique de relance économique du chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba. À CIMAF Gabon, nous encourageons les entreprises gabonaises à collaborer avec nous en participant à notre chaîne de valeur.
Notre écosystème de sous-traitants est très important et diversifié, composé principalement de PME gabonaises. CIMAF Gabon, engagé pour l'avenir au Gabon. À partir de votre menu, étoile 555 dièse, sélectionnez achat de forfait, puis le 2 pour un autre numéro. Saisissez le numéro de votre box, choisissez le forfait souhaité et enfin, pour confirmer l'opération, entrez votre mot de passe. Grâce à la fibre optique de Gabon Télécom, vous bénéficiez d'un réseau de qualité vous permettant de vous connecter à haut débit sur Internet, sans aucune contrainte de partage de débit, ni de dégradation de la qualité de votre connexion. Commémorer le 15 mars de chaque année, la journée des droits de consommateurs a été cette année l'occasion d'interpeller sur la lutte contre la pollution plastique. En effet, ces dernières années, les habitudes des consommateurs ont beaucoup évolué. Le plastique sous plusieurs formes est utilisé pour parler de la corrélation entre consommation et protection de l'environnement. Monsieur Louis-Léandre Ebobola est notre invité expert en environnement. Bienvenue sur notre plateau de Gabon 24. Merci madame. Mais écoutez avec vous, complément d'information, c'est maintenant. Madame, Messieurs, bienvenue. Dans ce nouveau numéro de complément d'information, on parle de lutte contre la pollution plastique aujourd'hui avec Monsieur Louis-Léandre Ebobola qui est un expert en environnement. Merci encore d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Monsieur Ebobola, peut-être pour commencer aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les habitudes des consommateurs sont une menace pour l'environnement? Merci madame. Il faut partir du principe que chaque peuple, chaque population a ses habitudes en fait. Maintenant, il y a des habitudes qui évoluent, il y en a qui évoluent moins et il y en a qui n'évoluent carrément pas du tout. À partir du moment où chaque individu, chaque être humain a une faculté d'adaptation, il est possible que face à un péril spécifique, les habitudes puissent évoluer. Oui. Et alors, à ce niveau-là,
On parle de pollution plastique pour cette édition 2021 de la Journée des droits des consommateurs. Comment le plastique, à proprement dit, contribue-t-il à la dégradation de l'environnement? Pour plusieurs raisons. D'abord, le plastique, par son coût. Vous savez, quand vous allez prendre les matières plastiques, elles coûtent nettement moins cher que ce qui est fait en d'autres matériaux. Ensuite, vous avez maintenant la faculté que nous avons à nous débarrasser de tout ce qui est plastique parce que c'est moins encombrant que le métal, c'est moins encombrant que l'acier, c'est moins encombrant évidemment que le bois. C'est certain. Et l'avantage du plastique, c'est qu'il y a une possibilité de le réutiliser une fois, sauf que lorsqu'il est cassé, à un moment donné, il n'est plus réparable. Donc, contrairement au bois ou à l'acier que l'on peut souder, le bois qu'on peut rafistoler, mais le plastique, quand il est foutu, on s'en débarrasse. Maintenant, comment arrive-t-on à se débarrasser effectivement du plastique? Si vous prenez tout ce que nous avons dans la consommation courante, par exemple ce qui nous est servi en arrière-caisse dans les supermarchés, notamment les sachets plastiques, vous remarquerez que ces sachets-là sont conditionnés effectivement de sorte qu'ils ne puissent pas porter plus de 2 kilos. Donc on est obligé d'en avoir plusieurs. Quelqu'un qui va acheter pour plus de 2 kilos de courses dans un magasin sera obligé de doubler son sachet, ses sachets, en fonction du poids de ses courses. Donc vous remarquerez souvent que les gens ont 3-4 sachets qui sont suffisamment lourds, 4 poches plastiques qui sont suffisamment lourdes, mais en fonction du poids de chacun de ces sachets, vous remarquerez, des courses faites, vous remarquerez qu'on a soit doublé ou triplé. Alors, d'un passage dans un magasin à un autre, pour les gens qui font de manière régulière les courses, vous remarquerez que ces gens-là ne rapportent pas les sachets des précédentes courses. Ils vont avoir d'autres sachets. Ce qui fait que là, il y a accumulation de sachets, mais une fois arrivé à la maison, que fait-on des anciens sachets ou que fait-on des sachets qu'on a apportés? Pour certaines personnes, ça devient une poubelle au niveau de la maison qui va d'abord recevoir tous les autres déchets. Ensuite, on va le prendre, on va forcément s'en débarrasser. Pour ceux qui se débarrassent correctement de leurs déchets, donc qui les apportent au niveau de point d'apport volontaire, c'est un sachet qui va finir dans une décharge. Pour ceux qui se débarrassent, mais de la manière la plus sauvage, la plus criminelle de leurs déchets, ces sachets-là vont finir dans la nature avec tout le contenu. Donc vous voyez que non seulement c'est accessible à tout le monde, son coût n'est pas prohibitif, à la limite on vous le donne gratuitement. Même si son coût est intégré dans le prix des marchandises que vous avez achetées, le global des marchandises, mais sa faculté